Dans les temps anciens, les hommes créèrent une roue. Cette roue était appelée The Well of Destiny, appelée aussi la roue du destin. Cette roue du destin cautionnait tout sur Terre, tous les actes, toutes les structures, tout était écrit par elle. Et même ceux qui voulaient se défaire du destin qu'elle écrivait en étaient prisonniers. Ça pourrait donner lieu à une belle histoire, mais c'est absolument pas ce dont je vais vous parler. Notre histoire commence dans un état merveilleux. L'état où on peut voir des gens débouler avec des tronçonneuses à la main. Et on peut voir des tas de noirs sur la chaise électrique. Excusez-moi. On peut voir des hommes portant des chapeaux. Je veux bien sûr parler du Texas. Le Texas où nous nous rendons au sud. Au sud-sud, hein. Pas du désert. Vous devriez voir le spectacle qui se déroule sous nos yeux. Cette saison qui n'existe qu'en Amérique du Nord. Et qu'on appelle l'été indien. Pardon. Oui, alors, je disais donc, la Terre, qui semblait se mêler au ciel. Des pélicans nazis qui rabotent les crocs de danseurs homosexuels. Et un homme seul, au milieu de son champ, une pioche à la main, en train de creuser le sol. Ben salut, je suis le sergent Chuck. Vous me connaissez peut-être? Non? Bon. Je suis le héros. C'est moi. Je suis joué par Chuck Norris. C'est moi aussi. C'est génial, non? Là, je creuse la terre. J'aime bien la terre. C'est comme du chocolat, mais c'est pas bon. Et soudain, une voiture arriva. On fait avec les moyens du bord. Lent. Content de te revoir, Chuck. Colonel Bradley. Évidemment, j'aurais dû m'en douter. Quel accueil pour un vieux pote de guerre, Snake. Chuck. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je t'ai simplement fait venir pour qu'on parle. Fais venir, mais je suis chez moi. Toutes mes excuses s'ils ont été un peu agressifs. Mais nous avons une affaire et toi seul peux la résoudre. Mais colonel, qu'est-ce que tu racontes là? Excuse-moi, Snake. C'est juste que je le répète tellement souvent que... Bonjour, Snake. C'est qui ça? Oh, pardon, je ne vous ai pas présenté. Voici Miss... Oh là là, que mon nom est long et chiant à prononcer en entier. Bah oui, effectivement. Je suis ravi de vous voir, Snake. Chuck, pardon. J'ai hâte de voir si la légende se mesure à la légende. Et qu'est-ce que tu veux de moi, colonel? Je sais que tu veux encore que je participe à une guerre qui va détruire mon âme. Pas du tout, Chuck. Cette fois, il s'agit d'une affaire personnelle. Une affaire personnelle? J'en crois pas un mot. Sache qu'il y a 10 heures environ, le professeur Mushu a été enlevé à la base de Dralikota, au nord du Dakota. Une île au nord du Dakota? Oui. Et sache que ce professeur était le plus grand physicien en énergie nucléaire, biologique, chimique, radioactive qu'il existait sur la planète. Par conséquent, ceux qui l'ont enlevé cherchent à construire une bombe atomique. Mais qu'est-ce qui vous fait croire ça? Bah, c'est la CIA qui me l'a dit. Ah oui, d'accord. J'aime bien la CIA. Oui. Nous sommes en droit de penser que celui qui a kidnappé le professeur est quelqu'un que tu connais bien. Quelqu'un que tu as affronté dans le passé. Hitler? Non, quelqu'un que tu as affronté dans le passé. Hitler? Non. Réfléchis mieux, Chuck. Chuck, le nom arabe de cet homme est Mohamed Mohamir. J'ai jamais entendu ça. Il est plus connu chez nous sous le surnom de Talal. Jamais entendu ça. Ah si, attends, non, oui, non, ah oui, merde. Oh. Ben quoi, c'est le flashback? Oh, allez. 20 ans auparavant, à New York. Papa Chuck, comme je m'amuse bien dans le parc de Central Park. D'accord, mais fais attention. Attention au renard. Ça me rappelle moi à son âge. Que c'est amusant d'être père.
J'espère que je le serai toujours. Et soudain, sorti de l'ombre d'on ne sait où, le maléfique Mohamed Mohammar Mohamir Mohamur, alias Dalal. Salut Chuck, je suis Dalal. Et qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Je suis un terroriste. Un terroriste? Et qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Je ne suis pas encore connu. En ce moment, ce sont les Russes qui tiennent le pouvoir de la terreur. Mais bientôt, lorsqu'en 91, le mur de Berlin s'écroulera, eh bien, ce sera nous, les terroristes attitrés des États-Unis. Et qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Tu es le meilleur soldat américain. Si je te tue, je serai le meilleur. Alors meurs. Non! Ne tire pas sur mon fils! C'est sur moi que tu dois tirer! Mais c'est ce que je fais! Non, ça c'est mon fils! C'est exact! Non, pas mon fils! Mais te mets pas devant, abruti! Et là, l'inénarrable se produisit. Enfin, c'est pas si inénarrable que ça vu que je le narre. Mais l'inénarrable s'est quand même produit. Dalal a tiré sur le fils de Chuck. Non! Mon fils! Mon fils! Il y a des tas de trucs que j'aurais dû t'avouer. Je vais te les avouer maintenant. Mais qu'est-ce que c'était, papa? Eh bien, je t'avais dit que je n'avais pas pu te payer l'école parce que ma pension de militaire ne suffisait pas. Mais c'était pas vrai. En fait, c'est parce que je buvais trop. C'est pour ça que t'as pas pu aller à l'école, on avait plus assez d'argent. Puis de toute façon, j'avais roulé la feuille d'inscription pour m'en faire un joint. C'est pas grave, papa, je te pardonne. De toute façon, à la limite, pour ce que ça aurait servi... Enfin, pardon, ce que je voulais dire, c'est que... Je suis ton père. Mais ça, je le sais bien, papa. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire, connard. Ce que je voulais dire, c'est que jamais je ne t'oublierai. Et que c'est certainement la première fois dans une saga MP3 qu'il y a une mort aussi longue d'un personnage, surtout un enfant. Je trouve ça trash. Bah toi? Un petit peu. Oh non, il y a tellement de choses que je voulais te dire. Comme il y a tellement de choses que je voulais te dire, mon fils. J'aurais tellement voulu t'offrir ta première M16, te faire montrer dans ton premier F16, et te faire tirer sur tes premiers innocents, ta première bavure militaire, et ensuite aller picoler avec tes amis dans le campement, et faire des choses que t'es encore trop jeune et que tu connaîtras jamais, mais qui étaient marrantes. Un petit peu décalées, on va dire, mais marrantes quand même. Mon fils, je te vengerai. Je retrouverai Dalal. Et je lui dans les avec une dent, avec tu m'entends, mon fils? Je le tuerai. Gling 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 gling. Fin du flashback. Sniff. Il était vraiment triste votre flashback, sergent Chuck. Et ton fils avait vraiment une voix de con. Quoi? Vous avez entendu mon flashback perso? Mais comment vous avez fait? Là n'est pas la question. Chuck, vas-tu rester là et ne rien faire pendant que celui qui a tué ton fils menace de tuer des millions d'innocents? Non! Je vais le tuer! C'est bien, Chuck. C'est très bien. Tenez, Chuck, je vais vous faire une petite injection. Eh, j'espère que c'est une vraie injection à la con, dans le but de me donner un virus qui tuera les ennemis, et moi aussi, et ça permettra de cacher tous vos secrets à la con. La piqûre, ça va peut-être pas être nécessaire finalement. Chuck, sache que le professeur Gast a été enlevé. Je sais bien! Non, c'était pour resituer l'action. Sache qu'il a été emmené en Mandchourie. C'est où ça, la Mandchourie? C'est au nord de la Chine, à 450 km sud de la Russie. C'est un pays agricole, vraisemblablement. Mais je m'en fous de ça! Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quand est-ce qu'on y va, et quand est-ce qu'on bute tout le monde. Chuck, le plan va être un peu plus compliqué que ça. Merde! Cette fois, le plan consistera à récupérer le professeur Gast, et ensuite à tuer tout le monde. Ensuite, à déterminer si oui ou non les militaires ont la capacité de lancer une frappe nucléaire, et si oui, les en empêcher. Ok, pigé! Ouais. Allô, ouais, c'est Redmond Chardacé. Qui? Redmond Chardacé, tu sais, c'est le narrateur de Pathétique Fantasy. Ah, ouais, ok. Ouais, si t'appelles à propos de ton Playboy, c'était vraiment de la colle à bois que j'ai renversé dessus. Non, j'appelle pas pour ça. Et sinon, quoi de neuf de ton côté? Oh, bah écoute, j'ai encore un peu mal à la tête, je me suis pris une cuite hier. Bah, t'as bu quoi? Bah, d'alcool. Ok. Et t'appelles pourquoi alors?
C'était pour discuter de Pathetic Fantasy, tu sais, l'épisode 5, Grande Finale. Ouais, et Bah, c'était pour savoir si ça t'avait avancé. avancé. Bah, si tu l'avais écrit, quoi. Ah, non, il y a eu plein de trucs qui se sont présentés comme ça devant moi, donc non, j'ai pas vraiment eu le temps même d'y penser, quoi. Mais qu'est-ce que t'as pu faire toute la semaine? Essentiellement des recherches, donc sur le scénario. Et quel genre de recherche? Bah écoute, par exemple, est-ce que tu savais qu'une femelle gorille peut avoir jusqu'à 8 rapports sexuels par jour? Non? Bah tu vois. Ok. Et donc t'as rien fait sur Pathetic Fantasy? Enfin, j'ai écrit différents trucs, t'inquiète pas. Hein. Tiens, le premier truc que j'ai fait, c'est un truc qui s'appelle Billy et Billy. Ouais, bah écoutons. Les joyeuses aventures de... Billy Eh, Billy. Hey Billy, Oui, Billy. qu'est-ce que t'as fait hier? J'ai écouté du Dick Rivers. Ah ouais, vraiment? C'était bien? Ah ouais, mais je savais pas que ça avait été écrit pour moi. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que c'est du Rockabilly. waouh. C'est la pire blague jamais sortie depuis la première édition de la Bible. Et attends, j'en ai d'autres. Hein. Écoute celle-là. Hey Billy, Oui, Billy. dis-moi, tu te souviens de Moldir, le fabricant de fûts? Ah oui. Tu penses si je me rappelle, Billy? Eh bien Moldir, en conduisant son char, a heurté un rocher pointu, et son char s'est retourné. Oh mon Dieu. Oui, on peut dire que Moldir, le fabricant de fûts, a changé de branche. Oh. Oui, il a fait un tonneau. Il va bien sinon? Hein? Non, il est mort. Empalé sur une girouette. Ok. Et sinon, tu peux me dire le rapport que ça a avec Pathetic Fantasy? Bah, ça en a pas vraiment, mais disons que je pensais l'inclure comme ça, au hasard, au débeauté. Mais attends, Billy et Billy, et quel rapport ils ont avec de l'Heroic Fantasy déjà? Et quel rapport avec le reste de l'histoire? Aucun, ça c'est pas ma partie, l'artistique. Mais si, scénaristiquement, oui, c'est ta partie. Ah, oui, bon. Sinon, j'ai écrit des trucs qui ont un rapport hein, avec Pathetic Fantasy. Le principal truc que j'ai écrit, c'est un passage dans la forêt entre des gobelins et Gunther. Écoutons. Les éditions Gobelin présentent les aventures de Gunther l'érudit. Tout à fait! Ah, quelle merveilleuse forêt! Ah, mes amis, je n'étais pas sorti ici depuis 17 ans, 3/4, date à laquelle je m'étais rendu à l'animation de mon ami, le grand elfe. Oh, regardez une pinède du sud, c'est incroyable, ah non, c'est un haricot. Où allons-nous chercher le mausolée? Je sais exactement où est le mausolée en vérité. Eh bien, il est temps de nous y rendre. Direct tour le sud. Mais dites-moi pourquoi vous allez au nord. Ah, mais quelle merveilleuse forêt! Ça me rappelle une chanson que me chantait étant jeune. Voudriez-vous que nous la chantions ensemble? Ma foi, c'est une excellente idée. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11! Voici l'histoire qu'on me racontait dans le noir quand j'étais petit. Tout ça ne rime pas forcément, mais j'ai fait ça en 2-3 mouvements. Ah oui? Ah oui. Eh bien, je vais vous conter l'histoire d'un nécromant très méchant. Son nom est... Drakan! Eh oui! Drakan! Drakan aimait et torturait, mais ce qu'il préférait c'était tuer. Non, c'est l'inverse. Ah, t'as raison, je me suis trompé. Il aimait donc tuer, mais préférait torturer. Youhou! Drakan! Je me remémore le patron d'une auberge à qui Drakan avait coupé la verge. Oh, ça fait mal! Ça, c'est bien vrai! Heureusement, l'aubergiste avait encore des verges dans son placard. Parce que c'était des verges en cuir pour fouetter. Ah, d'accord, ok. Je me rappelle que le mois où Drakan tue le moins, c'est le mois de février. Pourquoi? Parce que c'est la chandeleur. Chandeleur de Friend. Et il y a moins de jours aussi. Ah! Ah mon dieu, mais c'était un petit peu folklore sur la fin. Et si on entonnait un air un peu plus tristounet, histoire de nous calmer les sens dans cette forêt? Mais c'est vous qui me mettez la main au cul, Gunther. Nous sommes les personnages rejetés. Je ne suis qu'un personnage de merde.
mal conçu et mal créé. Qui peut bien penser à ce que je ressens? Je suis trop minable pour toi. Alors vas-y, rejette-moi. Viens, n'aie pas peur. Je ne suis pas si ridicule, moi aussi j'ai un cœur. Ah non, on a oublié de m'en mettre un. Quand on a écrit ce scénario de merde. Mais je te fais marrer, enfin j'espère bien, j'espère. Sinon je me serais fait chier pour rien. Wow. Ouais, c'est pas mal quand même. Bon, celle de Gunther, Au passage, je remercie Johan qui s'est servi donc de partition qu'il a trouvé sur le net à propos de l'animé Welcome to the NHK. mais à qui tu parles? T'as autre chose à me faire écouter? Ouais, alors question révélation, tu vas te faire sur le cul. Attends, je vais te dire ça. Alors regarde. Alors voilà. On découvre qu'en fait le mausolée le Troyen cache une technologie ancienne de contrôle mental, destinée à empêcher Truchon de faire face à ses vérités secrètes. Ces vérités lui avaient été inculquées dans le cortex à sa naissance, mais au cours de sa vie, un consortium politique lui avait effacé la mémoire afin de récupérer des informations précises. Cependant, ils ont été incapables de les lui prendre parce que l'inconscient de Truchon les maintenait cachés. Ils ont donc remplacé sa mémoire par une mémoire factice et l'ont lâché dans ce monde. Cependant, il y avait dans sa tête des indices laissés là pour qu'il retrouve sa mémoire originelle, comme par exemple Pipon le lutin agile ou le mausolée, etc. Drakan est en fait un agent de ce consortium et devait donc mener Truchon à la source de vérité. Dans le mausolée, Truchon découvre qu'il est en fait non pas le vrai Truchon, mais Truchon GR01. Un clone de Truchon originel, mais qu'il a quand même la mémoire de son original. Truchon se bat alors avec Truchon GR02, un clone qui se révèle en fait être lui-même, mais 10 ans plus vieux, ayant voyagé dans le passé pour s'empêcher de découvrir la vérité. La vérité, c'est que les hommes sont contrôlés par le grand frère qui leur fait faire ce qu'il veut, et qu'en fait Truchon n'est qu'un pion dans une simulation qui a pour but de tester l'efficacité du destructeur des mémoires. Truchon, qui refuse de le croire, tue GR02 et arrive à la source Mecha Isignae, la source induelle de résilience. Truchon rencontre son soi original, c'était Drakan lui-même devenu fou à cause des essais infructueux d'envahisseurs de l'espace pour lui faire tuer les agents de contrôle du consortium. Alors ? Bon, oublions. Dis-moi, il y a un truc que t'aurais rajouté avant que les gobelins trouvent Gunther. Ah ouais, quoi ? Bah, la partie où les gobelins vont chercher Gunther déjà. On a vu au fil de la saga que c'était pas si facile que ça d'aller dans la forêt. Ouais, bah ça je l'ai écrit. Et tu comptais le mettre après? Ben... ouais. D'accord. Bon, bah, fais-moi écouter ce que t'as fait alors. Je suis le Sphinx. Je suis le 14e signe du zodiaque, et je garde le sanctuaire. Vous n'aurez jamais le grand pop vivant. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ouais, les gobelins sont arrivés à la forêt, et à l'entrée de la forêt, il y a le Sphinx, 14e signe du zodiaque, qui leur envoie une énigme pour qu'ils passent. Et les autres étaient sortis comme ils voulaient. Et il y a que 12 signes du zodiaque. Et en plus, t'as même pas raconté la partie où ils partent de la montagne des gobelins pour arriver jusqu'à la forêt. Il y a l'espèce de plaine à la con entre les deux. Oh, tu sais ça, hein. Je suis le Sphinx. Mais ça, on l'a déjà entendu que c'était le Sphinx. Eh, si tu coupes à chaque fois que je le lance, je te préviens, tu vas le réécouter une nouvelle fois. Ok. Je suis le 14e signe du zodiaque, et je garde le sanctuaire. Vous n'aurez jamais le grand pop vivant. Le grand pop? Eh, tu veux vraiment le réécouter dès le début ? Je vois. Et que veux-tu, noble Sphinx? Je vous laisserai passer uniquement si vous répondez à cette énigme. Mais vous n'avez pas fait d'énigme à la dernière équipage qui était passé? Non, c'est pour sortir de la forêt, il n'y a pas besoin d'énigme, mais pour y entrer, oui. Mais les autres en entrant dans la forêt n'avaient pas résolu une énigme. Tu commences à me courir là. Je te jure, on dirait un fan d'Evangélion. Oh, pardon. Ah, je vois, très intéressant. Parle donc, noble Sphinx. Qu'est-ce qu'il y a 4 pattes le matin, 2 pattes l'après-midi, et 3 pattes le soir. Ah, ça, c'est une énigme intéressante. Je pense que c'est un orang-outan. Non, un orang-outan n'a que 2 pattes, voyons. Réfléchissons, qu'est-ce qui pourrait avoir plusieurs pattes? Un orang-outan qui se fait manger une patte par un crocodile. Non, ce n'est pas ça. Voyons, qui a 3 pattes? Je ne vous donnerai aucun indice. Non, mais on n'en voulait pas. Voyons, quelle créature pourrait être assez conne pour perdre ses pattes? Un papillon? Un orang-outan. Tu nous fous la paix avec ton orang-outan de merde. Attends, un homme! Parce qu'il est bébé le matin,
Bah non, il peut pas être adulte l'après-midi, c'est débile. Voyons. Vous n'avez plus que 30 secondes. Et vous ne nous avez jamais dit qu'il y avait un ultimatum à la réflexion. Maintenant, vous le savez. Ah, je vois. Un orang-outan. Et pourquoi l'autre con il arrête pas de répéter tout le temps un orang-outan? Bah c'est le décalage horaire. Et qu'est-ce qu'il pourrait avoir 2 pattes le matin, 4 pattes l'après-midi et 8 pattes le soir? Une araignée volante? Un orang-outan? Un orang-outan! Non, la réponse était bien différente. Ah oui, c'était quoi la réponse? Un sphyllum de Galterque. Ah mais bien sûr, comment n'y ai-je pas pensé? Les sphyllums de Galterque perdent leurs pattes au cours de la journée. Non, si tu veux bien écouter, ils en perdent le matin et en récupèrent le soir. Ah oui, c'est très intéressant. Veux-tu nous laisser passer, noble sphinx? Vous n'allez pas trouver la réponse à la question. Eh si, on vient de le dire, c'est un Galterque de Sylbertque. Un sphyllum de Galterque. Oui, tout à fait, exactement, un sphyllum de Galterque. Alors vous nous laissez passer? Je suppose que vous avez donné la bonne réponse. Passez donc. Ouah, c'était délire, mais je ne comprends pas pourquoi ce n'était pas un orang-outan. Effectivement, il y a des fois des énigmes qui ferait mieux de rester des énigmes. Pardonne-moi de te couper dans ton truc, mais c'est quoi exactement un sphyllum de Galterque? Alors un sphyllum de Galterque, c'est une forme de téléobrage, donc qui vit essentiellement dans la région montagneuse de Galterque. Alors c'est une créature qui se nourrit de plantes folles, d'herbes, aussi parfois de graines, et qui peut éventuellement être charognard sur des glands. La particularité des sphyllums de Galterque, c'est qu'ils ont 4 pattes le matin, et ils en perdent 2 le midi et en récupèrent une le soir. Voilà, c'est les sphyllums de Galterque, quoi. D'accord, maintenant question plus facile, la musique qu'on entendait en fond vers la fin, c'était quoi? Ça. Oui, ça. Ça, c'est la musique du premier niveau de Street of Rage, alias Bark Knuckle. Ah putain, on faisait vraiment des jeux à l'époque. Sinon, j'avais pensé à un truc. C'était une discussion entre le Dalai Lama, Red Charles et Truchon sur le toit du monde. Attends, t'as été pêché une idée aussi conne. Ah, ça date de l'époque où en fait je me baladais dans le ciel avec Yoko Ono et on n'arrêtait pas de creuser des trous dans les météorites. Ah d'accord. Sinon ça tu pourras pas critiquer une parodie de Drakan façon église quoi. Excusez-moi mes frères mais j'ai un problème de micro. Est-ce que quelqu'un peut... 1, 2. Oui. Voilà, c'est bon, merci frère gentil. Nous sommes tous réunis en ce dimanche pour lire la claire et sainte parole de Drakan. Drakan nous dit que Gunther l'érudit et les gobelins marchaient dans la forêt. Marcher, c'est aimer. Paragraphe 8, verset 33, ligne 18, mot numéro 14. Attends, tout le son est quand même pas aussi dégueulasse que ça. Bah, c'est un écho, tu vois, c'est une église, et puis en même temps, les prêtres ont du matériel de mauvaise qualité, tu vois, donc c'est parodique en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Tu sais pas gérer l'écho sous des CD. Marcher, c'est aimer, oui, mais marcher, c'est aimer la béatitude. C'est aimer la béatitude, béate. Tu vois, on s'en fout de comprendre ce qu'il dit. Ouais. Et non profiter de l'extraordinaire miséricorde miséricordieuse de Drakan. La miséricorde miséricordieuse est au jugement de nos béatitudes, mes frères. Comme Zeb de Millet marchant sur la bonne vieille terrarie de Gobi et s'écriant devant le soleil « Oh mon Dieu, putain de merde !» C'est pourquoi, mes frères, je terminerai cette oraison parabolique simplement par l'exemple même de Drakan. Un jour, Drakan vit un homme de peu de foi, et Drakan lui dit les mots suivants. Ô homme de peu de foi, pourquoi rejeter la miséricorde miséricordieuse des béatitudes miséricordieuses? L'homme lui dit alors, mais on m'a dit que tu étais le sauveur. Or, il y a toujours de la tristesse en moi. Comment l'expliques-tu? Drakan a ôté la tristesse de l'homme en lui ôtant la vie. Telle est la parabole, mes frères. Ne pas faire chier Drakan. Ouais, bon, bah je vais la faire courte, c'est à chier. Une autre idée? Ouais, bah j'avais une idée en fait, c'était que, tu vois, les gens qui enregistrent l'épisode se gourent, disent des conneries, tu vois, se trompent, des problèmes de micro, tu vois, des trucs comme ça. Bon, le gag du micro qui marche pas, tu viens de le faire quasiment à la minute, mais bon, vas-y. Ok, donc les gars, c'est quand vous voulez. Ok, alors, scène 8, les gobelins et Gunther s'approchent du mausolée, donc scène 8,
c'est parti. Alors, attends que je retrouve mon bordel. Alors, attends. Voilà. Les Gunther et Gobelins s'approchaient directement du mausolée. Ils avaient traversé entièrement toute la vallée. T'as fini de t'amuser là ou Ah pas? merde! Bon, on enchaîne, on coupera au montage. Gunther. Ah non, non, sérieux, je suis... Oh, je suis l'enculé. désolé, mec. Non, c'est l'autre côté. T'arrêtes des conneries. Bon les gars là, vous êtes sympas, mais enfin bon là on travaille s'il vous plaît. Ouais, alors Gunther, Dites-moi, mes amis gobelins! Oh, tu le fais vachement bien. Ah ouais, non, j'ai repris du poil de la bête. Oh, mes amis gobelins, nous voilà enfin proches de ce mausolée! Bon qui c'est qui fait ça à la fin là, y'en a marre. Fabrice, je crois qu'il y a un problème sur mon micro. Vas-y, essaye, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Non, ça passe plus du tout, hein. Attends, branche le bordel là. Là, Non, à côté. ici, là, Non, là à côté. ça, là. À côté. Oui, ça y est, ça marche un petit peu mieux qu'il y a 2 minutes. Oh non, qui c'est qui a laissé brancher son truc là? Ouais? Non, je suis en enregistrement là, si tu permets. Ah, Non, mais je suis en enregistrement. Putain, mais va ailleurs! Oui, non, mais non, je te rejette pas, mais je suis en... Ah, bon, je sors. Oh lolo. Putain. Qu'est-ce qui se passe avec sa meuf là? Il s'entend plus avec Séverine? Non, mais c'est pas ça le problème, c'est que en fait, si tu veux, c'est une vieille névrosée, assez casse-couille, donc là c'est la 3e fois qu'elle appelle par exemple depuis le début de la journée. Vas-y, que moi ce genre de nana, ça fait déjà longtemps que je l'aurais foutu au pas. Non, c'est une lopette, qu'est-ce que je te dise. Mais vas-y, mais prends-les tes affaires, si tu veux prendre tes affaires. Vas-y, emporte-les. Oula, parce que ça j'en ai chauffe, plus, hein. moi. Oh là là. Bon, sinon, pas de rapport, mais à la 3e page de scénar, c'est quoi les 3 mots là? J'arrive pas à comprendre. C'est grosse bite baveuse. Mais c'est quoi le rapport au juste avec la 4e dimension? alors franchement, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est pas mal, je pourrais savoir pourquoi j'ai un rôle de con là-dedans. Je m'entends très bien avec Séverine. Ah non, mais si tu veux, c'est parodique, c'est de l'imagination. Ouais, c'est ça, ouais. Et comment t'as fait pour faire tous les héros? Bah, comme ça. Ok, merci. Et ta prochaine idée? Ma prochaine idée, c'est de raconter l'histoire façon making-of de film. Ouais, vas-y. Tout avait commencé dans la forêt. Gunther et les gobelins se dirigeaient vers le mausolée. Si ces douces répliques vous font dresser les poils et le reste, c'est que vous connaissez Pathétique Fantasy, ou alors que vous avez de sérieux problèmes émotionnels. Eh bien pour vous les fans et les starbés, Making of a décidé d'explorer plus avant les mythes, en allant directement sur les lieux, pour interviewer les vrais personnages. À fond dans Gunther, un reportage de Vincent Pélisson et Maud Al Ben Salam. Ouais, moi ce qui me botterait, moi, ce serait d'être payé, tu vois, à la fin. Je trouve que c'est vraiment... Nous retrouvons Gunther et les gobelins en fin de matinée, lors de l'enregistrement de Pathétique Fantasy. Ils viennent de sortir de la plaine où on évolue scénaristiquement et s'approchent de la montagne des gobelins. Idéal pour Moi, mener j'aimerais surtout savoir, c'est une pourquoi série d'interviews. On m'a viré des autres sagas, tu vois, c'est ça le problème. Je voudrais savoir pourquoi personne ne m'offre de la limonade. Alors Gunther, globalement, votre personnage, comment vous le définiriez? Oh, eh bien, Gunther, c'est un solitaire. Gunther, c'est quelqu'un qui a un vécu, une sorte d'expérience de vie. Vous comprenez, c'est pas un personnage, c'est pas n'importe quel personnage, vous voyez, c'est pour ça que j'ai accepté le rôle, d'ailleurs. C'est un personnage il émane quelque chose, vous comprenez? Quand il parle, on sent toute cette expérience de vie, tout ce vécu, en fait, qu'il a en lui, et qu'il rend si expérimenté. C'est vraiment cette idée d'expérience, vous voyez, qui m'a poussé vers le personnage, en quelque sorte. Alors, vous pouvez nous dire un peu ce que vous faisiez avant? Avant, je travaillais pour les télécoms. C'est moi, par exemple, qui répondais au téléphone et qui vous faisait votre répondeur. Ah oui, donc, ce qui prouve justement votre phrase la plus célèbre. Vous avez un nouveau message. Est-ce que vous pouvez nous le faire? Oui, bien entendu. Vous avez un nouveau message. Ah oui, vous en avez un petit peu perdu, hein. Tout à fait. Alors, jouer un gobelin mineur dont on connaît même pas le nom, c'est pas un peu frustrant? Pas vraiment, puisqu'en fait, moi je suis balayeur hein, autour du tournage de Pathétique Fantasy, hein. Donc pour moi c'est intéressant, vous voyez, à la fin du mois ça fait un petit pécule en plus, quoi, hein, vous comprenez, on crache pas dessus. Alors dites-moi, Gunther, donc je sais que vous pouvez pas nous révéler la suite du scénario. Ah, mais je peux!
Non, mais non, vous ne pouvez pas. Globalement, est-ce qu'on peut dire que le scénario vous plaît, ou est-ce que vous participez vous-même au scénario? Non, je ne participe pas du tout au scénario, je participe uniquement à son écriture. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est moi, par exemple, qui ai rajouté la blague très 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 longue de Pipon le lutin agile. Aïe, oui. On me le fait souvent. Alors Truchon, qu'est-ce que vous pensez globalement de Gunther? Ah, vous savez, Gunther, c'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu la croûte, vous voyez, sur le fromage. Il sert à rien, quoi, en fait. Alors, Redmond Chardacé, qu'est-ce que vous avez à dire aux gens qui disent que vous avez tourné dans Pathétique Fantasy uniquement pour payer vos impôts? J'aurais envie de leur dire quand est-ce que je serai payé, quoi. Alors le nain, une carrière exemplaire donc dans le donjon de Namek. Et puis on connaît tous votre rôle de Zarai, donc dans l'excellent Reflucide, saga MP3, donc qui fait énormément de rimes. Et puis bien entendu votre petit rôle de Barrett dans Banal Fantasy. Qui a oublié votre merveilleux rôle dans bien sûr la célèbre saga de l'espace, le Survivor. Hein. Et puis c'est la chute. Vous commencez à beaucoup trop boire et donc des étudiants vous dessinent en forme de canette de bière. Comment expliquez-vous donc cette chute mémorable? Ah ben, je t'emmerde moi. D'accord. Ouais, c'est bof. Mais surtout, on pourra pas le garder pour la suite. Hein. Il faut qu'on se concentre directement sur Pathétique Fantasy. Oh, sincèrement, je déteste Courtney Love. Ah ouais? Pourquoi? Si elle avait pas été là, Elton John il aurait jamais quitté les Beatles. Ah. Allez, tu me fais ton imitation de Final Fantasy. Non, je t'ai déjà dit que non. Allez, fais-moi ton imitation de Final Fantasy. Pervers, malade, détraqué. Bon, si tu veux, ouais. J'en reviens pas. Pervers, malade, détraqué. Te branler sur mes sous-vêtements. C'est dingue parce que c'est quand même assez proche de l'original. Hein. J'en reviens pas. Pervers, malade, détraqué. Te branler sur mes sous-vêtements. Bon, t'as fini, là. C'est quand même marrant de voir que la seule chose que tu peux imiter de cette saga-là, c'est le côté vulgaire. En même temps, tu voulais que j'imite quoi? L'humour? Les jeux de mots? Bon, alors écoute ça. Gunther, l'érudit, donc, et les gobelins ont fait la connaissance d'une perruche. Une perruche? Ouais, d'une perruche assez fantastique, qui raconte des histoires aux promeneurs. Donc elle va passer un peu de temps avec eux, lui raconter quelques joyeuses histoires. Oui, tout ça, ça fait pas avancer le scénario, quoi. Non. Alors ainsi, vous nous dites que vous êtes la franche perruche. Oui, tout à fait, je fais partie du peuple des perruches qui disent toujours la vérité. Quel étonnant peuple! Mon peuple avait une tradition, c'était de raconter les histoires assez vite. Mon peuple n'avait pas beaucoup de temps à perdre. Généralement, ces histoires ne dépassaient pas 2 minutes. 2 minutes pour le peuple, hein? Je vais vous raconter par exemple une histoire les plus prisées. Il était une fois un animateur de télévision qui appelait un témoin au téléphone. Bien, pour discuter de ce problème épineux, nous allons joindre notre témoin. Pour respecter son anonymat, nous allons réduire son prénom de Olivier en O. Nous appelons donc Olivier Hall. Ça sonne. Allô? Allô? Hall-O? Oui, allô? C'est vous, Hall-O? Qui demandez-vous? Hall-O? Oui, qui demandez-vous? Oui, nous voudrions parler à Hall-O. J'entends bien, mais j'entends mal. Vous demandez? Allô, madame, Hall? Ah, Olivier! Oui, il est là, Hall. Hall est là? Oui, Hall est là, mais là, présentement, il ne peut pas répondre. Et pourquoi? Il porte des caisses d'huile d'olive. Allô, Hall, l'huile? D'olive. Quoi d'olive? Hall, l'huile d'olive, pas l'eau. Hall est pas l'eau? Il est malade? Mais si, Hall est là, mais il est à l'huile, pas à l'eau. Il est pas là ou il est pas là? C'est qui? Je sais pas, c'est qui? C'est qui? Bah, vous le saviez mieux que moi. Bah, moi, c'est Kiki, le vendeur des kiwis. Kiki, c'est qui, lui? Non, Kiki, je vends des kiwis. Des kiwis? Oui, des kiwis, à qui les veut. Y a erreur, c'était pas à Kiki que nous voulons parler, mais à Hall. Mais si, Hall est là, je peux passer le message. Ah bah, dans ce cas, dites-lui bonjour. Et je lui ai déjà dit ce matin. Non, bonjour de notre part. Ah. Hall, c'est notre part à l'appareil. Je connais pas de part. Mais non, à l'appareil. Ah, alors c'est pas pareil. Oui, dites à Hall que nous avons lu ce qu'il nous a écrit et que nous en avons été baba. Hall, ils sont baba de ton livre. Quoi? Baba. Cool. Non, nous ne parlons pas de ça, il nous a rendu baba. Et il va bien? Qui? Baba? Baba? Oui, celui qui écrit des livres que Hall lit. Hall lit baba? Enfin, je veux dire, nous pouvons parler à Hall-O. Ah, c'était pas Hall-O son prénom, c'est A. A comme Antoine. Et c'était pas Olivier qui porte de l'huile? D'olive. Alors c'est bien Olivier.
Tiens, salut Tom. Qui est-ce? C'est Tom. Olive et Tom? Quelle Olive? Je vous dis que c'est Antoine. Antoine, ça m'étonne. Non, ça c'est Tom. Alors, il n'y a pas de Al O. Non, juste Al, Antoine. Al A, quoi. Al à l'huile. Bon, bah, on va vous laisser, hein. Aïe! Que se passe-t-il? Ah, c'est rien, c'est Al qui s'est cogné au plafond. Ah. Al là est grand. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, t'as autre chose? Pour la suite, tu verras au prochain épisode. Prochain épisode? Mais c'est le dernier. L'épisode 5. Épisode grande finale. Je sais, mais on n'a pas le temps de tout dire dans un seul épisode. Donc il y aura un deuxième dernier épisode, un deuxième cinquième épisode. Donc le deuxième grande finale 2. Oh là 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 là. Mais c'est pas possible qu'il y ait un deuxième, cinquième épisode. C'est pas un épisode, vous êtes en train de vous parler au téléphone. Eh, toi t'es censé avoir été transformé en zombie, alors boucle-la. Ok. Ça finira donc jamais. Rassurez-vous, je serai dans le prochain, et dans le prochain, et dans le prochain, et dans le prochain. Ça y est, Control Deck débarque en France. Vous vous souvenez certainement tous de l'interview qu'on avait accordée à Isengard, le fan numéro 1 du jeu. Eh bien, nous avons trouvé d'autres fans de Control Deck, car Control Deck, ça y est arrivé en France. C'est un véritable raz-de-marée. Nous avons été enquêtés. C'est dans un magasin bruyant de la capitale que nous retrouvons Lord Vader. Lord Vader tient la boutique Le Chic du Bizarre Land. Le Chic du Bizarre Land, c'est là où on trouve toutes les nouvelles nouveautés en termes de jeux de plateau, mais aussi arrivée de Javadim. Lord Vader a bien voulu nous accorder cette brève interview. Control Deck, ça faisait pas mal de temps que j'en proposais en import. Et ça se vendait plutôt pas mal, mais c'était vraiment les hardcore gamers quoi, qui s'y adonnaient. Maintenant on trouve une population un petit peu plus hétéroclite. Maintenant j'ai même des racailles qui viennent acheter des Control Deck. Faut savoir que la traduction française a été plutôt bien réalisée donc par Epic France, donc c'est plutôt pas mal, même si beaucoup de joueurs continuent à préférer jouer en VO. Mais Control Deck c'est avant tout les joueurs. Nous avons interrogé quelques cas. Ouais, Control Deck, si tu veux, c'est pas le genre C'est de un bon jeu, jeu, quoi. c'est une antithèse. c'est un petit peu complexe. Bon, c'est pas si Ouais, compliqué que ça, compliqué, quoi. je veux dire, Non, c'est ça va, quoi. c'est cool au niveau des invoques, au niveau des possibilités. Au niveau des possibilités d'attaque quoi. du flag Au niveau des battle, combis aussi. ouais. Le flag battle. C'est ouais. vrai que c'est impressionnant que c'était Ouais, vraiment un c'est vrai, truc, les flag battle, ouais, ça tue tout. Nouveau. Ouais, c'était un truc qui était pas Nouveau. qui était pas encore fait quoi. Ouais, nouveau, Donc, quoi, Ça truc valait nouveau. le coup, d'y penser quoi et puis de Ça fait des mois que je commencer à l'attendais moi. créer, Hein, parce parce que que ça vaut pas une neuf hein. Si je peux Surtout être clair, pour toi, c'est clair. Ouais, c'est quand même pas mal quoi. Mais c'est vrai Surtout que ça pour remplacera toi. pas non plus une meuf. surtout clair. pour toi. Même à la Fnac, le phénomène est total. Nous avons interrogé un vendeur de la Fnac. Ouais, les contrôle deck là, les machins là, les jeux contrôle deck, ouais, bah. Apparemment, il paraît que ça se vend, ouais, au prix que ça coûte de toute façon. Quoi? Bah, si vous voulez des jeux dans le genre, il y a Warcraft 3. Non? Non, mais ouais, ça se vend pas mal quoi, je veux dire. J'y ai déjà joué, non, sincèrement, non, j'ai autre chose à faire. Là, je suis sur le nouveau FIFA. Donc FIFA 2010, et puis après, je ferai le nouveau PES. Mais non, moi, ce genre de jeu à la con, là, je suis pas puceau, moi. Vous voyez, je suis un mec normal, quoi. Après tout, voilà, quoi. Nous avons également interrogé un journaliste de Télérama pour savoir ce qu'il pensait de ce phénomène. Tout ça, c'est des phénomènes qui viennent des États-Unis. C'est-à-dire qu'ils sont tellement absorbés par la culture capitaliste et puis tout le bordel, quoi, que forcément ils se réfugient, tu vois, leur conscience sociale, tu vois, se réfugie dans ces jeux, tu vois, où ils peuvent être quelqu'un d'autre, quoi. Ils peuvent accéder à une sorte de connaissance sociale globale un peu différente, quoi. C'est-à-dire, on a l'établissement d'une sorte de société hiérarchique, un point de vue post-économique et post-capitaliste, tu vois, dans ces jeux, quoi. C'est-à-dire, mais en même temps, tu vois, c'est pour les petits fachos aussi, parce que faut l'acheter le jeu, tu vois, c'est pas donné, quoi. Donc en fait, ça exclut tout de suite une partie de la population, tu vois, qui aurait pu s'y retrouver éventuellement. Je parle pas seulement des gens des banlieues, mais aussi des gens, tu vois, de l'immigration, ou même des gens qui sont pas encore en France, qui ont pas envie d'y venir, tu vois, pouvoir le traduire dans différentes langues, même en breton, tu vois. Comme ça évite le communautarisme, tu vois, parce que là, tu vois, il y a un problème, il y a un réel problème. Je discutais l'autre jour avec un Arménien, tu vois, qui arrive en France, quoi, il arrive pour travailler. Je lui montre le jeu, il connaissait pas. Et tu vois, il n'a pas accès à l'information, quoi. C'est-à-dire, il y a du communautarisme en France, il n'avait pas eu accès à l'information, on lui avait pas dit, tu vois. Ça, tu vois, ça pose tout de suite un problème, quoi. Puis ensuite, au niveau du jeu, bah, c'est bien, mais le problème, c'est toujours ce point de vue post-capitaliste qui fait que ça néglige complètement l'individu.
et à la fin t'as plus personne quoi, tu vois. Et c'est pour ça que t'as des mecs qui prennent les armes et qui te tuent aux États-Unis, tu vois. Il y a une causalité quoi, au niveau de la prise des armes, au niveau du meurtre, au niveau de la, tu vois, la restructuration sociale, tu vois. Mais tout ça, je le dis dans mon livre Control Deck, le poison de notre jeunesse, tu vois. J'en parle quoi. Pour être tout à fait exhaustif, nous avons aussi voulu avoir le point de vue de Famille de France. Nous avons donc interrogé Hervé de Chevillac, président régional des régions de France. Je vais être tout à fait clair. Il y a quand même une sacrée coïncidence, si je puis dire, entre la montée des jeux vidéo et la montée de la violence dans les banlieues. Je veux dire, il y a un rapport. Je veux dire. Et ces jeux vidéo dans lesquels on tue des orques, on tue des créatures, tout ça, banalise la mort auprès du spectateur. Je dis pas que tous les spectateurs vont prendre les armes pour tuer. Ce serait un mensonge, bien sûr. Et les mensonges, on les réserve pour les flyers. Mais si vous voulez, cette violence anesthésie, elle désensibilise en quelque sorte le joueur, qui fait qu'il n'a qu'un seul but à atteindre, justement, c'est de tuer, toujours tuer. Vous voyez, il n'y a pas de question de renouvellement, d'intérêt. Tuer, toujours tuer. Et moi j'ai peur de voir une jeunesse qui prend plaisir à tuer ainsi. Vous voyez, si vous voulez, moi quand j'étais petit, je sortais beaucoup. Vous voyez, avec mon oncle, on allait à la chasse. Vous voyez, on sortait. Alors que là, ces jeunes restent devant leur écran et tuent. Vous voyez, ils tuent. Moi, j'ai rien contre le fait de regarder une petite corrida, par exemple, ou chasse et pêche, ce genre d'émission intéressante, qui respecte les traditions françaises anciennes, ou alors de lire La Passion du Christ et de ses 1000 souffrances. Mais soumettre ces jeunes à tant de violence, à tant de crimes, moi, je trouve ça criminel de la part de ces Japonais. C'est des Américains. De ces Américains, tout à fait. Depuis quelques mois, les joueurs de jeux de plateau, et également les fans de RTS et de RTB, les plus acharnés, ont complètement délaissé leur plateau et leur console de jeu pour se lancer dans un tout nouveau jeu. Un jeu au tout nouveau style. Son nom, Control Deck. Il vient directement des États-Unis et il va faire un véritable raz-de-marée chez les fans de ces jeux obscurs. Explication par un fan absolu du jeu nommé Isengard. Ouais, alors Control Deck, en fait, à la base, ça a été créé à partir d'un livre qui avait été écrit par José Hammer et Terry Hamchett. Alors c'est un livre qui s'appelait Deck Power. Il a été suivi par deux suites, Deck Warrior et Deck Hunter. Ensuite ça a été décliné en 3 versions différentes. T'avais l'école Deck Hunter, donc Deck Hunter G, Deck Hunter X, Deck Hunter M, Deck Hunter T, Deck Hunter EX et Deck Hunter 278. Et puis de l'autre côté, t'avais les Deck Warrior, Deck Warrior 79, Deck Warrior Total Power, Deck Warrior Absolute Genius. Et donc, les gens qui ont créé Control Deck se sont complètement inspirés de Deck Hunter, en fait, pas tellement de Deck Warrior. Alors en fait, c'était des livres médiévaux qui se passaient dans le futur, dans un monde apocalyptique un peu à la steampunk. Alors en fait, c'était une histoire extrêmement compliquée parce qu'en fait, il y avait à peu près 740 protagonistes principaux et puis 2750 personnages secondaires qui faisaient tous partie d'à peu près 290 guildes différentes qui se battaient les unes contre les autres. Alors en fait l'histoire, si je la décante vraiment délicatement, ça va peut-être être un peu ridicule, mais je vais quand même tenter. Alors en fait c'était l'histoire d'une guilde qui s'appelait la guilde Rotondindon, qui se battait contre la guilde Oxford. Ça c'était en 1778 TT, ça c'est le temps compté par rapport à la naissance du créateur donc de ce monde. Qui avait été créé, en fait, c'est un monde qui avait une forme carrée. Donc c'est extrêmement compliqué, il y a beaucoup de ramifications. Le mec qui vous ferait croire qu'il connaît absolument toute la série vous raconterait que des conneries. Même moi, je veux dire, j'en ai lu beaucoup, j'ai pas tout lu. Par exemple, il y a deux nouvelles séries qui sont sorties aux États-Unis, Deck Warrior 3, The Revenge, et puis Deck Warrior 773 que j'ai pas encore lu, que je demande à lire. Je les ai pas encore eu, je les ai pas encore trouvés en import, ils vont arriver, ça va faire mal parce que c'est quand même dessiné par le dessinateur de Deck Hunter, et donc un Deck Hunter qui part chez Deck Warrior, ça peut faire que du bien. Ouais.
Alors le jeu lui est né d'une espèce d'idée un peu folle, c'était de marier un peu Deck Hunter et Deck Warrior, en prenant surtout du Deck Warrior comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors en fait le jeu ça a été créé par les créateurs de Isengard 1, c'était un jeu de plateau, et puis Techno Pole Number 3, alors ça c'était un RTS qui se passait dans le futur, ça a été développé pour Amiga 732 STST, et ça a été aussi pas mal influencé par le travail d'un japonais qui s'appelait Amozaki, qui a notamment réalisé Kings of the Lord. Donc c'était une série baroque, heroic fantasy extrêmement puissante, donc le jeu est né de pas mal d'inspiration. Alors en fait la particularité du jeu c'est deux choses. La première c'est les decks, la deuxième c'est les fusions, et la troisième c'est les decks dragons. Alors je m'explique, c'est over simple, mais c'est tellement simple que ça en devient génial quoi. Alors en fait t'as des decks, t'as une boîte de 93 decks. Alors un deck, je vais pas expliquer ce que c'est, mais bon, pour ceux qui ne sauraient vraiment pas, un deck c'est 10 cartes différentes en fait qui représentent la personnalité d'un personnage. En gros, un deck égale un personnage. Quand tu as une ligue, c'est que tu as 60 decks. 60 decks, 60 personnages, une ligue. Alors ensuite, une fusion, c'est 1763 ligues. Alors évidemment, on les a pas vraiment. En fait, tu réalises tes fusions en appliquant différents decks de multiplication. Tu as la deck de multiplication 3, la deck de multiplication 4 qui multiplie tes decks par 4. Alors jusque là c'est hyper simple. Alors en fait une deck comprend des cartes d'aptitude qu'en fait il faut associer, enfin tu n'es pas obligé hein, mais je veux dire si tu veux continuer le jeu tu es un peu obligé. Alors tu peux associer tes decks à des power decks. Alors les power decks c'est des cartes d'aptitude de pouvoir. Tu peux aussi les associer à des magic decks. Alors donc tu as tout un système d'évolution et de combinaison. Genre t'évites de mettre une power deck feu avec une magic deck glace dans ton même deck, quoi. Je veux dire, faudrait être con. Excusez-moi. Et donc voilà, tu évolues en deck. Alors ensuite tu arrives sur le plateau avec tous tes decks. Donc à chaque fois que tu entames un combat, c'est deck contre deck, les uns après les autres. Donc tu utilises toutes tes fusions, tu sors tes applications. Alors c'est un jeu au tour par tour mais en temps réel. Donc il faut être assez rapide. Donc il y a des dés pour déterminer qui lancera en premier, mais c'est tout. Après c'est celui qui attaque le plus vite avec les decks les plus puissantes. Et ensuite à chaque combat gagné ou à chaque action accomplie, tu gagnes des XP decks. Alors les XP decks c'est pas vraiment comme de l'XP comme on peut voir dans les JDR traditionnels. Les XP decks c'est tout simplement des decks d'expérience qui permettent de faire évoluer un power deck ou un magic deck. Et donc quand ton magic deck ou ton power deck ont atteint le niveau d'exp suffisant, tu fais passer ton deck au niveau supérieur. Donc ça te permet d'évoluer une ligue à un niveau d'ambroisie pas mal élevé. Alors en fait le jeu est partagé d'une carte qui possède 62 000 territoires différents. Alors c'est une carte de 15 mètres sur 45. Alors évidemment nous on a toujours des versions simplifiées et toutes petites. Sinon tu as une version scannée sur PC, donc tu peux naviguer dessus. Alors faut savoir que tu déplaces sur le terrain avec des pions auxquels tu associes une deck, forcément, une deck de déplacement, une deck d'attaque, une deck de défense. Au-dessus de ça tu installes forcément un sablier. Le sablier détermine en fonction du poids du sablier et du temps qui te reste la puissance de ton deck, parce qu'il n'est pas illimité, il évolue avec le temps. Et ensuite on a un truc qui s'appelle la roue du destin. La roue du destin c'est une grosse roue en fait qui détermine la force et la puissance de tes decks. En fait tu la fais tourner, tu récupères le chiffre qui est balancé par la roue sur le côté dans une petite carte, tu le notes, tu fais un petit retranchement et une petite division par rapport à ton deck, tu examines l'expectable, tu la retranches et hop, tu as le numéro de deck. En fait ouais c'est plutôt over simple. Alors à ce jeu très simple de deck original, faut pas oublier qu'il y a des tonnes et des tonnes de trucs, genre les fusions entre guildes. Tu peux fusionner avec la guilde de ton pote à partir du moment où tu as assez de decks de fusion. Donc tu fusionnes ta guilde, ça veut dire que vous allez avoir un seul point décisionnaire et un seul point d'évolution. Mais ce qu'il y a de bien c'est que tu peux te défusionner quand tu veux. Tu as les fusions permanentes, alors ça c'est des fusions ultimes. Si jamais une des équipes meurt, les deux meurent. Ensuite, tu as les decks d'évolution solubles et les decks d'évolution insolubles. Alors ça, c'est un peu trop compliqué, donc je rentrerai pas dans les détails.
Sinon ensuite t'as toutes les decks Namit, toutes les decks Rudy, toutes les decks Rama, enfin t'as vraiment plein de decks différentes qui évoluent à différents lieux et à différents espaces. Donc je sais pas si je suis tout à fait clair, mais moi je me comprends quoi en tout cas. En fait ça paraît compliqué comme ça sur le coup, mais une fois que t'as pigé tout le système de retranchement, de division et d'évolution, c'est archi simple quoi. Et le truc marrant c'est que dans une partie ça dure généralement 40 jours. Faut compter dans les 40 jours pour une petite partie quoi. Une grosse partie, bah, on peut pas dire parce qu'actuellement il y a des Anglais qui font une partie depuis 3 ans et demi. Ils ont pas arrêté, ils ont été virés de leur emploi et ils sont payés en fait par les gens de la pub qui les filment en train de jouer. Donc là actuellement ces deux Anglais là, je me souviens plus de leur nom, mais ils ont un deck dragon et un deck archimage de niveau 99. C'est le truc qui nous fait baver, tu vois. Tu sais, c'est un peu comme dire à Alain Prost, tiens regarde c'est la fusée Ariane, tu vois, c'est un peu le même ordre d'idée. Où j'en étais, ouais. Alors au control deck original a été ajouté 2 add-ons qui étaient plutôt sympas. Alors t'as le add-on Runic Ultime et Runic Alpha. Alors Runic Ultime et Runic Alpha, c'est une subdivision en fait d'un truc qui était tout simple et qui n'était pas assez développé dans Control Deck, qui étaient les runes de disposition. Alors là c'est carrément évolué, mais quelque chose de bien. Je veux dire, tu prends ton poing dans la gueule tellement ils ont évolué les guildes runiques. Ça te permet à la fois de faire des alliances beaucoup plus fusionnelles, beaucoup plus techniques, beaucoup plus travaillées, et en plus de faire un travail de porc, de faire vraiment un truc impressionnant, un truc intéressant. Le deuxième add-on de Control Deck, alors il est moins terrible, il s'appelle Mushroom. Alors en fait c'est un peu un add-on comique, parce qu'en fait il transforme littéralement le jeu en changeant tous les points d'aptitude par rapport au livre. Et donc en gros il faut trouver là où ça va pas. Genre il y a un moment où si tu fais telle action à tel moment tu seras invincible. Bah, le but du jeu c'est de trouver à quel moment et à quel endroit. C'est extrêmement compliqué, on n'a jamais trouvé, personne n'a jamais trouvé pour l'instant. Même les développeurs, il y en a 2-3 qui avouent que apparemment ça a l'air complètement impossible. Il faudrait y passer 3000 ans pour trouver, parce qu'il paraît que c'est juste une simple faute de frappe. Mais c'est un putain de beau bordel quoi. Mais je veux dire, moi je suis super content de jouer à Control Deck quoi. Sinon ils ont sorti un jeu qui était disponible sur PC puis sur Xbox 360. Alors en fait c'est un jeu, alors c'est un mélange de RTS, RTB, RTT et RT60. Alors en fait c'est trop compliqué à expliquer exactement comment ça marche, mais sans déconner en gros ça utilise une interface en forme de cube. C'est-à-dire un cube égale une interface mondiale. Sur ton interface mondiale, tu places un autre cube qui contient, donc sur les 6 faces du cube, qui contient ton deck, ton point d'aptitude, ton point d'évolution, ton point de système, et ce cube tu le fais rouler. Donc tu le fais poser et tu te déplaces comme ça. Une fois que ton cube est posé sur la bonne interface, tu rentres dans le monde. À ce moment-là, tu es libre, je veux dire, tu peux déplacer ton personnage quoi. Donc il y a tout un système, c'est pas mal, mais en fait le jeu est plutôt bourré de gros problèmes. Parce que si tu veux, juste pour te donner un exemple con, j'avais créé un lancier, un Magicos de niveau 3 et un Ruta. Alors les Ruta c'est une troisième race en fait qui a été créée pour le jeu, mais faut pas se leurrer quoi, c'est les méta d'origine. Donc j'avais donc mon Ruta, et curieusement entre mon Wizard et mon Utah, il y avait un truc qui s'appelait point de complétention. Donc j'ai vérifié, en fait ça me rendait invincible pour toujours, parce qu'il n'y avait pas de point de complémentarité par rapport au deck fumeur. Et donc j'étais mort de rire parce que j'étais invincible, personne ne comprenait pourquoi, j'ai été le seul à savoir pourquoi. Et en fait depuis j'ai fait une partie multijoueur sur le LAD du jeu, parce que c'est un jeu qui est devenu un MMORPG depuis pas longtemps. Et j'ai été banni par les développeurs du jeu parce que j'avais utilisé ça et que je leur ai expliqué par A+B dans un email qui faisait 733 pages. Je leur ai expliqué par A+B que je jouais honnêtement sans tricher. Et donc ils m'ont réaccepté. Mais ça m'a fait mourir de rire quoi. Mais le problème c'est que j'ai affronté un américain, il était invincible aussi, il avait la même chose. Sauf que lui il avait trouvé que c'était un Ruta avec un marin de niveau 8. En fait si tu utilisais un point deck de complétention dragon, en fait c'était bon quoi, ça se complétait avec n'importe quel dragon. Sauf les dragons de Myriade, les dragons de Jade, les dragons de Mithril, les dragons de Diamant, mais ça je veux dire on avait compris quoi. Salut, bienvenue dans la saga MP3 la plus courte de l'histoire. L'histoire que je vais vous raconter est celle de 4 nains qui se promènent dans la forêt d'Aschenwald. Salut, je suis le premier nain, je suis le deuxième nain, je suis le troisième nain, je suis le quatrième nain. Allons nous battre contre Sauron. Oh oui, ah, attention, il existe. Non, non, je ne crois pas. Ouh, je suis mort. La fin de l'histoire est vraiment très rapide.
Bonjour. Vous avez lu pas mal de livres d'Heroic Fantasy, vous avez vu pas mal de films et écouté quelques sagas MP3, et vous avez remarqué que dans les séries d'Heroic Fantasy, il se passe toujours quelque chose. Et oui, soit le héros est l'élu, recherché par tout un peuple, ou bien il va se battre contre je ne sais qui, je ne sais où, je ne sais pourquoi. Et vous êtes-vous déjà posé la question de la vie quotidienne de ces héros? Et oui, il n'y a pas toujours de guerre. Faut pas exagérer, il y a bien des moments où ils se reposent. C'est pourquoi nous allons tout de suite vous raconter l'histoire de ces chevaliers qui ne se battent pas aujourd'hui. D'ailleurs, ils ne se battront pas de l'histoire. Salut, ça va? Oui. C'est calme en ce moment, hein? Oui. Ah ça, ma botte d'invisibilité, je m'en sers pas très souvent. Moi aussi. Mais tu t'en sers pourquoi? Me rendre invisible. Je trouve ça cool. Ah bah t'as bien raison. Il a raison. Ça coûte combien ta massue? 10 000 Gilles. C'est cher. Oui mais je l'ai volé. C'est moins cher tout de suite, hein? Non parce que j'ai quand même payé. Ah d'accord. Je t'offre une cervoise? Je ne bois pas de cervoise. Je t'offre du lait? Je ne bois pas de lait. Je suis pas en train de te faire chier quand même. Non. Je trouve même sympathique. C'est cool, c'est cool. C'est vrai qu'on a rarement le temps de discuter quand on se bat dans une grotte ou dans un château ou dans un donjon à mon avis. C'est vrai. Mais là on peut. C'est vrai. C'est vrai que je me suis jamais posé la question est-ce que le Minotaure ou le Cyclope que je bute est un mec sympa en fait. On peut pas penser à tout. Non c'est vrai, c'est vrai. T'es un élu toi? Non. Moi non plus. Oh je suis un chevalier quoi. J'ai fait quelques donjons, j'ai fait quelques combats, quelques têtes. Moi aussi. Et c'était bien? Pas mal. Pas à se plaindre. C'est vrai, ouais. Sinon j'ai appartenu à l'ordre des chevaliers blancs. Mais c'est pas terrible. Ah bon? Bon, bah moi je vais y aller. D'accord. Bonne journée. Bah, à toi aussi. Cette histoire aura au moins eu un mérite, de montrer que parfois certaines questions n'ont pas à être posées. Et il ne faut jamais reposer cette question-là. Compris ?